On va parler intelligence artificielle ce soir. Et donc là, le petit œil rouge que vous voyez, vous l'avez tous vu en fait, probablement, peut-être il y a assez longtemps, c'est HAL 9000 du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc c'est la première fois que c'est un film qui date de 1968, je pense, c'est la première fois qu'on voit apparaître dans un film une intelligence artificielle qui en gros s'oppose un peu à l'être humain. Elle a des caractéristiques humaines, mais elle a peur de se sentir trahie à un moment donné, déconnectée. Et toute l'énigme du film, c'est cette intelligence qui se rebelle contre l'être humain. Et c'est très clairement une des peurs que les hommes ont face à l'émergence en fait de l'intelligence artificielle. Et on va discuter de ça ce soir. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire « oui, mais l'intelligence artificielle, ça n'existe pas vraiment, ou si ça existe, qu'est-ce que c'est exactement ?» En fait, si vous avez un ordinateur et que vous allez sur, par exemple, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous êtes confronté avec une intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette intelligence artificielle? Quand vous tapez des mots dans Google, téléphone portable par exemple, il y a différents choix qui sont offerts à vous, différents liens, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en gros, quand vous cliquez sur un lien, l'ordinateur, donc l'intelligence artificielle, on va l'appeler l'intelligence artificielle Google, regarde exactement ce que vous avez fait. Si vous avez par exemple cliqué sur le troisième lien au lieu du premier lien, elle se dit « ah, mais le troisième lien, lorsqu'on tape les mots téléphone portable, devrait peut-être arriver à la place du premier lien. » Et donc derrière chacun de vos clics, chaque fois que vous faites une requête sur Google et les clics associés, vous avez une intelligence artificielle qui aide la machine, cette machine de recherche sur le web, à mieux fonctionner, à présenter des liens les plus pertinents possibles. Et en gros, un des paradigmes d'apprentissage, lorsqu'on fait vraiment de la recherche dans le domaine, un des paradigmes d'apprentissage qui se cache derrière cette machine Google, c'est l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning en anglais. Qu'est-ce que c'est? Donc l'agent intelligent, c'est ce que vous voyez comme étant agent sur la figure là, il observe son environnement, il prend des actions sur son environnement, sur base des observations. Donc, il observe les mots que vous avez mis dans Google, téléphone portable. En fonction de ces mots-là, il prend des actions. Ça veut dire qu'il va, en gros, publier sur la première page une dizaine ou une vingtaine de liens dans un certain ordre. Et puis, il observe votre comportement aussi par la suite. Si vous cliquez, par exemple, sur le troisième lien, il va dire « ah, peut-être que ce n'était pas vraiment l'affichage optimal pour les liens, je ne vais pas lui envoyer un bon, il va considérer qu'on ne lui envoie pas un bon signal de récompense. » Donc il observe aussi un signal de récompense en fonction du comportement que vous avez lorsque vous interagissez avec ce navigateur de recherche. Et donc c'est ça, un des principes d'apprentissage les plus prometteurs, c'est ce principe d'apprentissage par renforcement. On observe ce qui se passe, on prend une action, on observe l'effet de l'action et on quantifie l'effet de cette action-là sous forme d'un signal numérique, une monétisation de la qualité de l'action prise en fonction d'une monétisation de la qualité de l'action en fonction de son effet sur l'environnement. Et donc c'est ce paradigme d'apprentissage-là qui sans doute, que tout le monde pense, en tout cas la majorité des scientifiques pensent à l'heure actuelle, qui risque le plus rapidement de déboucher à des intelligences artificielles vraiment d'une qualité impressionnante. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on doit implémenter ça sur un ordinateur, ça doit être super compliqué, il faut être super intelligent, faire 15 années d'études, savoir magnifiquement bien programmer. Et j'aimerais bien vous dire oui, comme ça, comme j'ai travaillé dans le domaine, vous avez pensé que je suis super intelligent, mais non, j'ai envie de dire non, pas du tout. Les algorithmes qui se cachent là derrière sont plutôt assez simples. Et en haut à gauche, sur cette image en haut à gauche, vous avez vraiment la version, ce qu'on appelle la version tabulaire, la version écrite du programme d'apprentissage, d'un programme d'apprentissage qui permettrait à un petit robot, qui commence là dans le coin inférieur gauche du carré,
d'apprendre, hein, après différents épisodes d'apprentissage, à aller très rapidement vers la case où il observe un signal plus 1, donc un signal de récompense plus 1, et rester dans cette case-là. Ça. Et donc l'algorithme, hein, qui permet de faire ça, je l'ai représenté, c'est en haut à gauche. Et cet algorithme-là, qu'est-ce qu'il fait, hein? Je ne vais pas l'expliquer en détail, mais en gros, il vous suffit de stocker pour chacune des cases de ce labyrinthe une valeur numérique par action que vous pouvez prendre. Donc, si vous pouvez aller dans une case, vous pouvez aller en haut, en bas, à gauche, à droite, 4 valeurs numériques. Et chaque fois que vous êtes dans cette case-là et que vous faites une transition, vous prenez une action, il vous suffit de corriger, hein, en utilisant une de ces équations-là, simplement la valeur numérique. Et en répétant les épisodes de la sorte, vous allez vraiment converger vers un comportement optimal qui va faire quoi, hein? Il va faire en sorte que de start, vous allez aller à droite, au-dessus, à droite, au-dessus, à droite, en dessous, à droite, et vous arrivez au plus 1. Il va vous apprendre ça après certains épisodes. Quelqu'un qui, en première année d'informatique ou d'ingénieur civil, sait coder, hein, après quelques mois de cours, sait coder cet algorithme-là en moins d'une après-midi. Il y a juste une petite difficulté auquel il devra faire face s'il veut vraiment appliquer, hein, il veut vraiment contrôler son robot dans la vie réelle, c'est ce compromis entre exploration et exploitation qui est un peu plus difficile à résoudre, et je vais vous l'expliquer en utilisant une analogie. Supposez que vous arrivez dans une maison, vous êtes en vacances, vous allez en vacances dans le sud de la France, vous avez loué une belle villa, et le propriétaire de la villa vous a dit, écoute, non seulement il y a une piscine, mais c'est tout compris, il y a à manger dans les armoires. Et quand vous voulez lever le matin, vous avez vraiment faim. Donc le premier jour, vous ne connaissez pas encore très bien où sont les armoires, vous observez un peu, hop, vous aurez tout à coup une armoire, vous trouvez un paquet de cornflakes, vous adorez les cornflakes, ça tombe bien, vous le mangez. Ça va ? Le second jour, quand vous vous levez, de nouveau avec l'estomac vide, c'est une vraie souffrance pour vous de devoir attendre avant de manger. Si vous exploitez les connaissances que vous avez eues, hein, de votre jour précédent, vous courez à l'armoire où il y a les cornflakes et vous les mangez directement. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose que vous préférez. Hein. Il y a peut-être des yaourts, quelque part d'autre, sans doute dans le frigo, et vous préférez ces yaourts-là. Mais ils ne sont peut-être pas là. Donc, est-ce que vous allez peut-être explorer un nouveau comportement pour vous améliorer, arriver plus rapidement à trouver la nourriture que vous aimez, ou bien est-ce que vous la jouez de manière sécuritaire et aller vers la boîte de cornflakes? Donc c'est ce paradigme-là qu'il faut encore résoudre. Hein. Donc je suis vraiment honnête avec vous, une partie apprentissage, une partie exploration-exploitation. Et vraiment, pour avoir un robot parfait, un agent parfait, il vous faut aussi une partie généralisation, parce que de généralisation de l'information, parce que quand vous vous promenez dans la maison, vous n'êtes pas sur un damier, vous avez un ensemble, hein, d'états infinis. Il vous faut en quelque sorte généraliser, hein, l'expérience que vous avez acquis d'un contexte à un autre contexte. C'est la même chose. Allez, une analogie, quand vous apprenez à rouler en voiture, la première fois, vous roulez, tout le monde a commencé à rouler sur un parking. Tout le monde a roulé sur un parking. Donc vous avez appris quelque chose, appris un comportement. Vous êtes un agent, une intelligence. Hein. Vous allez dire peut-être naturelle, mais c'est plus ou moins la même chose, une naturelle ou une artificielle dans les mécanismes d'apprentissage. Donc vous avez appris à rouler sur un parking, puis à un moment donné, il faut aller sur la route. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous généralisez un peu le comportement que vous avez appris dans un contexte bien particulier, un contexte de conduite sur route. Et c'est ça. Bon, je vous rassure, c'est le dernier transparent technique de l'exposé. Ah non, j'ai quand même encore celui-ci qui vous montre ce que c'est une structure d'apprentissage, de généralisation en apprentissage par renforcement. Il y en a beaucoup. J'en ai juste représenté une parmi d'autres. Et c'est celle qui, sans doute, à ce jour, fonctionne le mieux. C'est une structure d'apprentissage basée sur une imitation des réseaux de neurones. Donc, on programme un peu sur un ordinateur, hein, des réseaux de neurones, le comportement de certains neurones, et on les interconnecte sous forme de réseau, et c'est la structure d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui prend des perceptions en entrée,
et qui va vous sortir quelque chose d'autre en sortie et qui, en quelque sorte, a généralisé l'information. C'est vraiment marrant ce qui s'est passé derrière les réseaux de neurones. C'est sans doute une des structures d'apprentissage, de généralisation la plus ancienne. Elle s'est fait regardiser pendant les années 90, début des années 2000, par d'autres trucs qui étaient moins connectés, qui n'avaient pas cette interprétation biologique que les réseaux de neurones pouvaient avoir. Et elle est revenue en force ces 5-6 dernières années, on va dire ces 10 dernières années, de sorte qu'elle a éclipsé quasi tout ce qui se passait d'autre en termes de structure d'approximation pour l'instant dans cette communauté. Et le prochain intervenant va vous montrer certaines vidéos qui sont vraiment basées sur l'utilisation de ces technologies de réseaux de neurones profonds. Et voilà qui a déjà, ici dans cette audience, entendu parler de DeepMind. Sans doute pas beaucoup de monde. Qui a entendu parler de Google? La majorité d'entre vous. DeepMind, c'est une boîte qui s'est fait racheter par Google en 2004 pour une somme finalement pas très élevée, à 400 millions de dollars. Vous allez me dire 400 millions de dollars, qu'est-ce que c'est? Et donc c'est une boîte où vous avez maintenant des centaines de personnes qui y travaillent, dont le seul objectif, en tout cas lors de sa création, était de créer une intelligence artificielle universelle. Alors vous allez me dire, non Damien, on ne te croit pas du tout. Voilà le CEO de cette boîte-là, Demis Hassabis. Okay. Et donc lui a fait énormément de déclarations dans la presse et il dit, voilà, la manière d'aborder la science, les technologies, la santé, tous les problèmes de géopolitique, de macroéconomie, c'est simple. On construit une intelligence artificielle universelle et elle fait le reste du boulot. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire en recherche, c'est construire cette intelligence artificielle universelle et elle fait le reste du boulot. C'est une boîte que je connais bien, parce que quand j'ai été donné un talk à Londres en 2013, je les ai visités. Là, c'est moi une photo de moi chez DeepMind. Ça a été très difficile de prendre la photo à l'époque. Moi, j'ai tout de suite compris que c'était une boîte complètement hors du commun. Donc, j'avais assisté à avoir une photo. Ils ne voulaient pas trop à l'époque. Et j'étais déjà extrêmement étonné de cette boîte-là à l'époque. Pourquoi? Parce que je suis arrivé, je n'en avais jamais entendu parler. Ils étaient à Londres, en fait, près de la gare Saint-Pancras, et tout un étage d'un immeuble occupé par des chercheurs, dont le seul objectif était de construire une intelligence artificielle universelle. Et à ma gauche, sur la photo, donc à ma gauche, c'est un des autres fondateurs de la boîte. Ils étaient 3, c'est Shane Lake, qui est à ma droite, le professeur Martin Riedmüller, avec qui j'avais travaillé beaucoup quand même en intelligence artificielle, va collaborer beaucoup les années qui ont précédé ma visite. Et donc cette boîte-là, elle a réellement émergé sur la scène internationale grâce à des succès extraordinaires qu'elle a eus, notamment grâce à son programme AlphaGo. AlphaGo qui est un programme pour jouer au jeu de Go. Le jeu de Go, c'est ce jeu d'échecs asiatique. On ne le connaît pas du tout en Europe, personne ne joue Go ici, très peu de jeux de Go. Tout le monde connaît échecs, mais personne ne joue Go. Et c'est beaucoup plus compliqué que le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs... écrire un programme informatique qui sait jouer aux échecs, c'est quelque chose qui est déjà résolu depuis plus d'une vingtaine d'années. Par contre, le jeu de Go, c'est extrêmement compliqué. Et on arrivait, avant ce programme AlphaGo, de temps en temps à battre des professionnels, même pas sur le jeu de Go de 18 x 18, le petit, le 9 x 9. Et là, AlphaGo est venu sur la scène, comme ça, il y avait des compétitions entre ordinateurs et grands maîtres de Go depuis des années. Il est venu sur la scène et personne ne l'avait vu venir, personne ne pensait que c'était possible, et il a battu sur le 18 x 18 le meilleur joueur au monde, Lee Sedol. Voilà. Et donc là, dans les jeux de plateau, c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit dans la communauté intelligence artificielle. Personne ne pensait que c'était possible avant 2025. Personne, c'est possible. Et ils l'ont fait extrêmement rapidement. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que cette boîte-là s'intéresse aux jeux de Go? Il y a d'autres problèmes qui sont quand même plus intéressants que jouer aux jeux de Go. Elle s'intéresse à ces jeux de plateau, ou bien même des jeux vidéo, parce qu'en fait, ça offre des environnements d'expérimentation exceptionnels pour
construire en fait des intelligences artificielles. Et donc, imaginez que vous devez apprendre à une intelligence artificielle à rouler en voiture. Une solution, ce serait vraiment qu'elle commande directement une voiture. Au début, elle fait comme vous, comme quand vous avez appris à marcher, elle se crache au début. Vous cracheriez 1 million de voitures ou 100 000 voitures, et puis après, elle apprendrait quelque chose. Lorsque vous la plongez dans un environnement jeu vidéo, qui est un environnement extrêmement réaliste, de plus en plus réaliste, où vous avez l'impression de vous promener dans un monde réel, vous pouvez apprendre à très très bon marché. Et donc ces jeux vidéo-là, pour DeepMind, pour beaucoup d'autres groupes de recherche, beaucoup d'autres compagnies, ce sont les environnements idéaux pour entraîner leur intelligence artificielle et créer les connaissances pour arriver à en établir des intelligences artificielles qui sont de plus en plus prometteuses. Donc tous les jeux des années 80, je ne sais pas qui a joué aux jeux Atari, Pac-Man, tous ces jeux-là, c'est résolu. Tout ça, c'est résolu. Ces intelligences artificielles arrivent très, très rapidement à jouer beaucoup mieux sur ces jeux-là que les êtres humains. Et maintenant, le nouveau challenge en termes de jeux vidéo sur lesquels elles sont construites, sur lesquels elles sont utilisées, ou sur lesquels on essaye de les faire utiliser, c'est tout ce qu'on appelle les real-time strategy games. Donc ici, c'est une photo de Warcraft. Donc c'est typiquement ces jeux où vous devez construire une base, des unités guerrières ou des choses comme ça, attaquer l'autre, voler des ressources. Donc vous voyez que cognitivement, ces jeux-là, c'est beaucoup plus complexe qu'un jeu du style Pac-Man où vous voulez juste éviter des petits fantômes et aller manger des petits diamants qui sont dans un espace à 2 dimensions. Et je pense qu'à partir du moment où elles arriveront vraiment à apprendre à jouer de manière autonome sur ces jeux-là, elles pourront encore avoir plus d'impact ou attaquer beaucoup plus d'applications dans la vie réelle que les applications qu'elles résolvent à l'heure actuelle. Alors, je vous vois venir, déjà vous allez dire, attention, il parle de jeux vidéo où les gens se tirent dessus avec des tanks, des intelligences artificielles qui apprendraient dans un tel contexte. C'est clair qu'on va les mettre sur des robots, des robots, je ne sais pas, un petit tank avec des mitraillettes automatisées, et ça va devenir des machines de guerre parfaites. Oui, c'est possible, c'est possible. Il y a énormément, je pense, d'applications d'intelligence artificielle dans l'armement. Il y en a aussi en fait dans d'autres domaines, dans les domaines de la santé. Et cette même boîte, DeepMind, comme ça, travaille effectivement avec des hôpitaux londoniens pour extraire à partir de données de patients des informations quant au traitement à octroyer à ces patients-là ou à d'autres patients pour les soigner le mieux possible. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans 30 secondes ou 1 minute, vous allez me croire, c'est que la technologie en fait utilisée par ces intelligences artificielles, les mécanismes, les algorithmes qui sont utilisés pour qu'elles puissent réellement apprendre sur des jeux vidéo comme Pac-Man, les jeux de Go, sont extrêmement proches de ceux qu'il faut utiliser pour extraire en fait de bases de données médicales des traitements pour des patients souffrant de maladies chroniques ou pseudo-chroniques. Pseudo-chroniques, je veux dire obésité, cancer, infection HIV, schizophrénie, alcoolisme. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'elles font, ces intelligences artificielles ? Elles prennent finalement juste des séquences d'actions. Quand une intelligence artificielle essaye de conduire, c'est une séquence d'actions, un petit coup de volant à gauche, un petit coup de volant à droite, à partir d'expériences, de trajectoires de conduite, de trajectoires de jeu. Et en fait, un patient qui souffre de maladies chroniques et qui est soigné, c'est exactement la même chose. Le médecin l'observe, il prend une action, tu prends un tel médicament, 1 mois après, il réobserve l'état du patient, 2 mois après, il prend une autre action, à toi, il faut de la thérapie ou des rayons si tu souffres d'un cancer, et puis comme ça. Donc il y a toute une trajectoire. Et quand vous avez toutes ces trajectoires de tous les patients, de beaucoup de patients, vous pouvez utiliser la même technologie pour extraire de ces trajectoires-là quel serait le traitement idéal, quel médicament, quel dosage, quand, pour ces patients-là. Et donc ça, c'est en fait une technologie de recherche, une communauté de recherche qui s'est développée aussi autour de cet apprentissage par renforcement.
Donc voilà aussi des très bonnes nouvelles de ce côté-là. Mais il reste quand même cette grande question, est-ce que l'intelligence artificielle, à un moment donné, ne va pas dépasser l'intelligence humaine? Et est-ce qu'on n'atteindrait donc pas un point, à un moment donné, une singularité, à partir du moment où laquelle l'intelligence artificielle deviendrait peut-être aussi tellement intelligente qu'elle arriverait à s'auto-améliorer. Et là, vous pouvez imaginer qu'à partir d'un certain niveau, en l'espace d'une nuit, cette intelligence artificielle aurait des capacités cognitives 1 milliard de fois supérieures à toutes les capacités cognitives de tous les habitants de la planète réunis. Pourquoi pas ce type de singularité-là? Et qu'est-ce qui pourrait se passer au-delà de cette singularité? Est-ce qu'il faut avoir peur, pas peur? Est-ce que c'est un truc qui n'arrivera jamais? On ne le sait pas. En tout cas, moi je pense quand même que si on y arrive à ça, ce sera grâce aussi au progrès énorme fait dans la compréhension du cerveau humain, non seulement la manière dont les réseaux de neurones, dont les réseaux de neurones sont agencés entre eux, sont connectés entre eux, ce qu'on appelle le connectome, donc vraiment la carte des réseaux de neurones du cerveau, et aussi dans la dynamique de ces réseaux, de ces neurones. Ils ont une dynamique propre. Et je pense qu'à partir du moment où on commence de plus en plus à avoir une excellente idée de ce qu'est le connectome et de la dynamique, la vraie dynamique de ces réseaux de neurones, on pourra reprogrammer, on pourra faire peut-être une cartographie de certains cerveaux humains et reprogrammer leur fonctionnement sur ordinateur. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on arrive à ça, et on sent qu'on va vraiment dans cette direction de plus en plus, je pense qu'on arrivera vraiment là à créer de superbes intelligences artificielles qui n'auront absolument pas, qui ne souffriront pas des contraintes biologiques des êtres humains. Vous réfléchissez 3 heures, on est fatigué, vous devez dormir, l'influx nerveux dans vos cellules est limité par des contraintes biologiques, il n'est quasi pas limité sur un ordinateur. Donc rien que le fait de programmer ça, on pourrait arriver à un cerveau humain beaucoup plus rapide, infatigable, qui pourrait se concentrer tout le temps. Et donc, je pense que ça pourrait vraiment très rapidement conduire à cette intelligence artificielle universelle. Et bon, ça coûtera de l'argent, en fait, à faire. Mener cette recherche coûtera de l'argent, parce que c'est une recherche dans laquelle déjà nos sociétés ont déjà investi beaucoup d'argent. Mais quand on voit tous les monstres technologiques, des Microsoft, des Google, des Facebook, des Amazon, toutes les plus grosses compagnies du monde qui veulent aller dans cette direction-là, on voit qu'il va y avoir énormément d'argent. On voit qu'il va y avoir énormément de moyens, ce qui me laisse supposer qu'on va y arriver. Et j'ai l'impression, j'ai presque envie de prendre un pari avec vous, on y arrivera avant 2030, à mon avis, dans cette direction-là. 2030, vraiment des intelligences artificielles, vous aurez vraiment l'impression, je pense qu'on pourra presque dire qu'on a affaire à un être super intelligent. Et donc, là-dessus, on peut se poser la question suivante, quelque chose qui fait peur à tout le monde, et je pense à un juste titre, c'est est-ce qu'il y aura une notion d'humanité dans ces intelligences artificielles? Parce que si vous arrivez à des êtres, à programmer des êtres super intelligents et qui sont humains, qui ont cette notion d'humanité, il faut dire, ma foi, pourquoi pas? Il pourrait peut-être y avoir une coexistence entre des intelligences artificielles et des êtres humains. Et ça, c'est un point sur lequel je suis assez sceptique sur leur notion d'humanité. Parce que si on regarde bien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que l'humanité est née, en fait, chez les êtres humains, des principes d'empathie, de solidarité, enfin tout ce qu'on aime chez la nature humaine, c'est principalement pour créer aussi, si on analyse les choses de manière très froide, d'un point de vue évolutionnaire, c'est pour créer une certaine cohésion aussi dans le genre humain et construire des sociétés plus fortes. Une intelligence artificielle n'aura pas nécessairement besoin de ça. Elle pourra se dédoubler elle-même sur des ordinateurs. Elle n'aura pas besoin des êtres humains ou même d'autres intelligences artificielles pour vivre. Donc, on voit bien que d'un point de vue évolution, c'est une caractéristique qu'elle ne doit pas avoir nécessairement pour survivre. Mais bon,
Arrêtons de nous tracasser de ça et voyons peut-être tous les chouettes objets qui vont être apportés par l'intelligence artificielle dans les années à venir. Il va y en avoir énormément qui vont bouleverser nos modes de vie comme ils n'ont jamais été bouleversés. Et je pense que le premier qui va arriver sur les marchés d'ici quelques années, avant 2020, c'est la voiture intelligente. Donc sur la photo ici, vous voyez la Google Car, la voiture intelligente de Google, voilà, qui a déjà fait des millions de kilomètres en Californie, avec une fiabilité extraordinaire. Et imaginez, je ne vais pas lister tous les objets liés à l'intelligence artificielle qui vont changer votre quotidien, mais imaginez ce que ça représente pour nos sociétés. Imaginez que vous pouvez être un vendredi soir, vous êtes au restaurant le vendredi soir, vous quittez le restaurant, vous avez envie de vous réveiller le samedi matin à Nice, sur la Côte d'Azur. Vous mettrez dans votre voiture, ce sont des voitures qui seront aménagées, vous n'aurez plus un volant, ce sera un salon, pourquoi pas un lit. Vous dormez, vous vous réveillez, vous voyez la mer, en fait. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous allez faire vos courses, vous allez faire vos courses en ville. La voiture vous dépose devant votre magasin favori. Elle repart, vous n'avez pas cherché une place de parking. Vous la réappelez, elle vient vous chercher, en fait. Elle vient vous chercher. Je pense que les conducteurs, imaginez vous êtes conducteur de bus dans des zones rurales, vous n'avez plus de boulot dans quelques années. C'est impossible, ce sera impossible de faire face en fait à l'avènement du véhicule intelligent. En termes de service public, ce sera d'une qualité extraordinaire. Une ligne fixe de bus ne saura plus faire face à ça. Probablement que même nos pouvoirs publics financeront des véhicules intelligents pour aller chercher les personnes chez eux en guise de transport public. Je suis même plus sûr qu'on aura encore une voiture personnelle. Est-ce que ce ne sera pas un service, une flotte de véhicules intelligents et vous les appelez, la voiture sous votre smartphone, vous dites soyez là, elle est devant chez vous. Et donc ça peut même très fortement réduire le coût du véhicule, parce qu'un véhicule, en gros, vous n'utilisez que 3 heures par jour, en fait. 3 heures par jour, c'est ça, votre véhicule. En moyenne, c'est ça. Là, ce seront des véhicules qui pourront avoir un très fort taux d'utilisation. Et vous pouvez même imaginer que pour les véhicules, parce que la nuit, ils ne rouleront pas tous, on en a besoin plus la journée, à moins que tout le monde est à Nice le lendemain, vous pouvez très bien imaginer que la nuit, vos véhicules électriques, mais qu'est-ce qu'ils feront? Vous allez les envoyer, ou ils seront envoyés pour aller chercher de l'électricité avec leur batterie. C'est vos véhicules intelligents qui seront aussi électriques plus que probablement, vont aller chercher de l'électricité d'un côté du pays pour la ramener chez vous, peut-être à la maison, dans vos batteries et vos panneaux photovoltaïques. C'est tout ça, le monde de l'énergie de demain. Des véhicules autonomes qui seront peut-être en train de se faire recharger la nuit près d'éoliennes pendant que vous dormez. Et je suis sûr que si vous réfléchissez par rapport aux choses que vous connaissez, et pas tellement dans le contexte, en fait, pas seulement dans le contexte des véhicules intelligents, vous allez voir les dizaines, les centaines de choses qui vont foncièrement bouger, totalement changer dans le monde de demain. Et je vais laisser maintenant la parole à mon ami et collègue Pierre Delven, qui je pense a mieux réfléchi que moi à ces questions, puisque moi je m'occupe plus du design de ces algorithmes, et je vous laisse la main pour en gérer les conséquences. Merci. Bonsoir à tous. Alors, comme l'a dit Damien, le cerveau humain n'est pas encore infatigable, donc j'espère que vous n'êtes pas encore fatigué et que vous en avez encore au moins pour une bonne demi-heure d'exposé, donc j'espère que je ne vais pas vous endormir. Je vais, comme il l'a dit aussi, essayer d'élargir un petit peu le spectre des questions qui ont été abordées ici. Je vais parler bien sûr de la révolution numérique et des nouvelles technologies, parce que c'est le thème de la soirée, mais je vais essayer de vous parler de cela depuis ma propre perspective, qui est une perspective de sciences humaines et sociales. Donc moi, je dirige un programme de recherche et d'enseignement à l'ULG, qui est un programme en sciences, technologies et société. Donc ça veut dire en gros que je m'intéresse à la manière dont la science et la technologie sont les forces de changement les plus considérables de notre vie en société, mais également à la manière dont, en tant qu'utilisateur de ces technologies, ou en tant que parfois que résistant à ces technologies, on façonne aussi le développement des technologies et leur encastrement, leur intégration
dans nos sociétés contemporaines. Et tout autour de cela, de ces choix, de cette émergence de nouvelles technologies, il y a des questions politiques extrêmement importantes et je vais essayer d'en aborder quelques-unes avec vous aujourd'hui. Et j'ai centré mon travail sur, c'est le cas de le dire, sur ces technologies, sur le futur du travail à l'ère digitale. L'ère digitale, ça englobe bien sûr les aspects d'intelligence artificielle dont Damien vient de parler, mais c'est aussi beaucoup plus large et je vais essayer d'en aborder quelques aspects avec vous ce soir. Alors, d'abord, avant de se demander ce que c'est le travail, le futur du travail, on peut se poser la question de qu'est-ce que le travail, finalement. Vous reconnaissez Karl Marx ici, sans doute que comme moi, vous avez entendu ces derniers jours dans l'actualité des propos assez consternants. J'ai notamment entendu qu'on devait étendre le cordon sanitaire à des propos qui seraient proches du marxisme. Donc, ça traduit au mieux une certaine malhonnêteté intellectuelle, mais c'est quand même, je crois, un signe des temps. Vous avez peut-être vu que le Japon, il y a 1 an, a décidé de fermer une série de facultés de sciences humaines et sociales au prétexte qu'elles ne seraient pas assez utiles. Eh bien, une des utilités des facultés de sciences humaines et sociales, c'est notamment de ramener l'héritage de philosophes majeurs dans le débat politique contemporain, et Karl Marx fait partie de cela. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de son œuvre, d'abord parce que j'en serais pas capable, mais je m'en sers surtout comme un point d'entrée vers les questions que je vais aborder avec vous, et vous pouvez, si vous le souhaitez, garder ça un peu comme une toile de fond. Marx dit que le travail, c'est d'abord un process qui se passe entre l'homme et la nature. Donc c'est vraiment un rapport métabolique, et je vais lire la phrase avec vous, un process dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action. Il se présente face à la matière naturelle comme une puissance naturelle lui-même, mais en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie aussi sa propre nature. Alors, il y a 2 choses qui m'intéressent, moi, dans cette définition très très générique du travail. C'est que Marx place le travail dans un rapport de coproduction avec la nature. Ce n'est pas seulement que par nos activités de travail, on impacte la nature et on la transforme, mais la nature elle-même transforme les modes de production. Donc il y a un rapport de coproduction et il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est qu'en s'intéressant à ces questions-là, on peut aussi apprendre quelque chose de ce qu'est la nature humaine finalement. Alors quand Marx écrit cette définition, c'est dans son premier livre du Capital, il va théoriser la valeur ajoutée et forcément s'il parle du travail et de la nature dans un rapport métabolique, c'est parce qu'il veut montrer que l'organisation capitaliste du travail a déséquilibré cet équilibre, a déséquilibré ce rapport métabolique et qu'on est en route vers autre chose. On est au XIXe siècle et on peut se poser la question finalement aujourd'hui, au XXIe siècle, si Marx vivait toujours, qu'est-ce qu'il penserait des nouvelles formes de travail dont on entend parler tous les jours dans les médias? Est-ce que Marx réserverait ses chambres d'hôtel via Airbnb? Est-ce qu'il ferait appel à des chauffeurs Uber pour aller d'un endroit à un autre? Comment est-ce qu'il pourrait lui-même réfléchir à ces nouvelles formes de travail qui ne sont ni du prolétariat ni du salariat? Donc c'est une autre des questions qui peut peut-être nous accompagner et j'y reviendrai rapidement vers la fin de mon exposé. Alors, pour vous donner un peu plus d'indications sur la manière dont je pense ces questions-là, vous avez ici un peu ce qui pourrait être une coupe de mon cerveau. Quand je pense au rapport entre technologie et société, j'adopte une perspective constructiviste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour moi et pour mes collègues qui travaillent dans ce genre de tradition-là, on considère que les institutions, les acteurs, les technologies, les concepts, tout ça n'est pas le fruit du hasard ou d'une contingence. Tous les pratiques de gouvernement, tous ces éléments sont en interaction constante, sont en interaction et dépendent d'un mode d'organisation des sociétés, dépendent d'une certaine forme d'idéologie, sont susceptibles d'être instrumentalisés dans des discours politiques, etc. Et donc, d'une certaine manière, la réalité et les technologies sont toujours le processus d'une construction qui est une construction sociale. Et donc, il y a toujours des enjeux sociaux, il y a toujours des enjeux politiques lorsqu'on s'intéresse à des questions qui sont en apparence des questions de sciences dites dures. Eh bien, il y a des enjeux, vous allez le voir, de sciences humaines et sociales qui sont extrêmement importants. Alors, pour résumer un peu cette perspective constructiviste, j'ai repris cette citation qui date des années 80. La technologie, à mes yeux, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est jamais neutre. Et c'est à cela que je vais essayer de m'attacher durant les prochaines minutes de mon exposé.
Alors, on serait entré, d'après des auteurs nord-américains, je n'essaye même plus de prononcer le premier, mais le deuxième s'appelle McAfee, on serait entré dans le deuxième âge de la machine. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est le premier âge de la machine? D'abord, ils considèrent que le premier âge de la machine, c'était celui de la... C'est quand, en fait, la machine à vapeur a préfiguré la révolution industrielle. Donc, ça a été un changement énorme. Il y a eu énormément de transformations dans le monde du travail. Et à partir de cette période, il y a eu effectivement des bonds en avant incroyables en termes de production de richesses. Et la Belgique et la Wallonie en particulier étaient au cœur de cette révolution industrielle. Mais dans cette configuration-là, dans ce premier âge de la machine, on était dans un rapport de complémentarité entre l'homme et la machine. D'une certaine manière, au fur et à mesure que la machinisation progressait, l'homme pouvait se décharger d'un certain nombre de tâches qui étaient parfois fatigantes et il pouvait utiliser la machine pour décupler ses forces musculaires, mais il restait toujours très très important parce qu'il avait une capacité de décision et à la limite, plus les machines se développaient et plus l'homme devenait important parce qu'il était là pour faire des arbitrages, pour décider et pour être un peu le chef d'orchestre des machines qui l'entouraient dans son environnement professionnel. Là, on a basculé depuis quelque temps dans un autre monde qui est le deuxième âge de la machine, avec l'avènement du numérique, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec les algorithmes, etc. On est passé dans une autre configuration où finalement, assez progressivement et on peut le dire assez insidieusement, la machine est en train de se substituer à l'homme. Donc on n'est plus dans ce rapport relativement harmonieux, c'était pas toujours harmonieux, mais dans ce rapport relativement complémentaire, on est dans un rapport de substitution progressive. Et c'est ce phénomène que les auteurs nord-américains étudient en s'attachant à décrire les processus à l'œuvre autour de certaines technologies. Et je vais en parler, je vais en aborder quelques-unes avec vous. D'autres auteurs qui ont marqué aussi le champ, ce champ de scientifiques qui s'intéressent au futur du travail, ce sont des auteurs anglais, des collègues de l'université d'Oxford. Alors, une petite parenthèse, c'est pas un hasard si les auteurs les plus influents sur ce type de matière sont le plus souvent des États-Unis ou de Grande-Bretagne. Ce sont des pays qui ont été des sites d'expérimentation pour le capitalisme avancé ou le néolibéralisme très très tôt. C'est là qu'il a été inventé d'une certaine manière. Donc ce sont ces scientifiques-là qui peut-être, en observant le contexte qui les entoure, voient les premiers les ravages de certains modes d'organisation du travail. Et donc ce sont eux qui ont peut-être les premiers réagi et publié en tout cas des ouvrages qui font référence en la matière. Cet article de Frey et Osborne, il a aussi attiré beaucoup d'attention médiatique. Pourquoi? Parce qu'il mettait en avant des mouvements de polarisation au sein du marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, on assiste à une évolution du marché du travail avec d'un côté les personnes très très peu qualifiées et de l'autre les personnes hautement qualifiées. Mais ceux qui sont finalement victimes de cette évolution-là, c'est ceux qui sont au milieu. Et c'est la grande masse des travailleurs, c'est ceux qui sont un peu qualifiés, ils ne sont pas assez qualifiés pour être très très qualifiés, donc le marché du travail en a moins besoin, et c'est la population qui se retrouve de plus en plus précarisée. À tel point que, et ça c'est un peu, ça a un ton assez prophétique, mais ça attire quand même l'attention, ils prédisent que 47% des emplois, donc je dis bien 47% aux États-Unis, sont susceptibles d'être automatisés dans les 20 prochaines années. Donc vous voyez un peu les dégâts que cela peut causer, ou en tout cas les réflexions que cela doit susciter dès à présent. Alors, c'est toujours bien d'avoir un peu Pierre Kroll dans une présentation parce que ça détend toujours et il a toujours, je pense, un dessin extrêmement bien acéré. Quand on entend les gouvernements, et dans ce cas-ci, c'était à l'entame de ce gouvernement fédéral-ci, Charles Michel disait « job, 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 on va créer énormément d'emplois, on va enfin mettre le paquet sur la création d'emplois ». On se rend compte que, certes, peut-être qu'il y a des emplois qui sont créés, et encore certains sont toujours à venir. En parallèle de cela, et je veux dire ce qu'on voit et ce qu'on prend en plein visage assez régulièrement quand on suit l'actualité, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui licencient. On se souvient très récemment de Caterpillar, dans le secteur bancaire ou assurantiel, il y avait les exemples d'AXA ou d'ING. Donc il y a des licenciements massifs et c'est ce qui m'a frappé, moi ça vous a peut-être frappé aussi, c'est que les décideurs politiques, pas seulement Charles Michel, l'ensemble de la classe politique, ce qu'ils disaient c'est que oui finalement
on ne peut rien faire, et c'était le même argument que les industriels qui licenciaient, c'est la digitalisation. On doit avancer sur le chemin de la digitalisation, et donc forcément, il y a un peu de casse, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, le futur, il est là, il est à notre portée, on doit avancer sur ce chemin-là, mais malgré tout, on se rend compte, c'est un peu comme si les décideurs politiques sortaient d'un rêve un peu éveillé, et ils se rendaient compte qu'ils avaient pensé la digitalisation comme quelque chose d'intrinsèquement bon, mais ils avaient complètement ignoré la face peut-être un peu cachée, un peu plus noire, et dans ce cas-ci, les licenciements d'emplois massifs. Donc c'est un paradoxe assez intéressant à mon avis. Je vais vous parler toujours à l'intersection de 3 pôles. Je vais toujours me situer entre le pôle des technologies, que je vais aborder en premier, le pôle de la société, donc tous ces changements selon l'angle technologique, selon l'angle sociétal ou selon l'angle du politique. Et bien sûr, l'économie qui est tout autour, il y a des flux financiers, etc. Je ne suis pas économiste, l'économie m'intéresse, mais je parlerai donc de ces 3 pôles, et vous verrez qu'il y a des enjeux économiques qui sont évidemment immédiats. Alors, commençons avec les tendances technologiques. Je vais vous en aborder quelques-unes avec vous. Le but, c'est de vous montrer vraiment un panorama, de soulever des enjeux éthiques, des enjeux politiques, économiques autour du développement des nouvelles technologies et de vous montrer qu'en fait, c'est un phénomène qui est tout à fait transversal, cette digitalisation. On entend souvent parler de 4 termes, c'est ceux qui reviennent le plus souvent dans la presse ou dans la littérature spécialisée. C'est qu'on va vers de la digitalisation, on va vers de l'automatisation, de la robotisation et vers l'Internet des objets ou les objets connectés. On a déjà tous, donc on va vers, et d'une certaine manière, on y est déjà. Vous allez voir que je vais vous parler de tendances, mais il y en a qui sont déjà bien encastrées dans la société. Alors, le supermarché. Donc vous avez peut-être tous entendu parler, ça a fait un buzz il y a quelques jours. Le directeur d'Amazon a annoncé que début 2017, il créerait un supermarché entièrement automatisé. Donc si la vidéo fonctionne, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler, et c'est la vidéo de promotion. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Alors, sympa, hein? C'est pas mal le futur qui vient. Le futur qui vient, c'est en 2017. Donc, il est possible que si c'est un grand succès, que ça se développe de plus en plus. Et alors, on voit la concurrence avec les supermarchés qui est existant. Et on voit surtout arriver aussi une nouvelle vague, peut-être beaucoup plus violente que celle auquel on a fait face récemment, de licenciements massifs. Il y a aussi des mouvements qui vont s'opérer. Par exemple, les caissières et les caissiers qui ont une formation spécifique, qui ont une responsabilité de caisse, mais vont peut-être avoir le choix entre quitter leur emploi ou être rétrogradés, entre guillemets, à un poste de rassembleur de rayons, mais ça ne pourra se faire que, évidemment, sous la condition d'accepter un salaire qui sera inférieur. Donc, le supermarché de demain, c'est peut-être celui-là, et on voit ses impacts sur le marché du travail.
En matière d'objets connectés, c'était la Saint-Nicolas il n'y a pas longtemps, vous avez sans doute entendu parler aussi de cette poupée, c'est un peu une intelligence, elle aurait de l'intelligence artificielle, il y aurait des algorithmes qui lui permettraient de réagir aux sollicitations de l'enfant, de dialoguer avec l'enfant, etc. Elle a toute une série de fonctionnalités, ce serait peut-être la poupée de demain, et ça a soulevé toute une série de questions aussi, parce qu'on se rendait compte que la poupée, comme elle était piratable, et qu'avec un simple téléphone portable, on pouvait détourner la poupée et peut-être alors contrôler ce qu'elle pouvait dire à un enfant. Il y a eu ce genre de polémique-là. Il y a eu d'autres polémiques aussi en se disant que la poupée, c'était qu'un exemple parmi tant d'autres et que dans le futur, il y aurait énormément d'objets connectés qui seraient facilement piratables et qui pourraient être un petit peu des chevaux de Troie à l'intérieur de nos maisons qui collecteraient des données pour des puissances ennemies qui feraient de l'espionnage industriel ou domestique. Donc voilà, il y a des enjeux aussi autour des objets connectés. Ça ne s'arrête pas là. La voiture de demain, et Damien en a parlé tout à l'heure, donc les voitures automatisées, il y a évidemment toute une série de problèmes liés à ça. C'est pas juste quelque chose de tout à fait rose. Bien sûr, il y a le problème de la disparition du service public. En parenthèse, c'est pas un petit problème. Et puis, il y a d'autres problèmes. Le simple fait que les voitures soient automatisées, ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui sont programmés pour les faire réagir d'une manière plutôt que d'une autre. Imaginez une situation d'accident. Vous avez une voiture qui ne peut pas éviter un obstacle. Et puis, elle a à gauche peut-être un couple de personnes âgées et à droite des enfants qui jouent. Comment est-ce qu'on va programmer la voiture? Est-ce qu'on va la programmer pour qu'elle écrase les personnes âgées, mais elles sont deux? Est-ce qu'on va la programmer pour qu'elle écrase le petit enfant? Est-ce qu'on va la programmer en se disant que peu importe finalement le dégât à la voiture, ou au contraire, non, on veut surtout le moins de dégâts matériels possible? Est-ce qu'on va la programmer pour qu'il y ait le moins de dégâts au mobilier urbain? Et donc vous voyez tout de suite que le fait que l'humain ne soit plus au centre de ce dispositif de contrôle pose toute une série de questions, et ces questions, elles ne sont jamais neutres. Le droit, on parle beaucoup du droit comme la prochaine cible de la digitalisation. IBM développe des logiciels et des robots. Il y a un robot qui s'appelle Ross, dont on dit qu'il pourrait remplacer les avocats dans le futur et que toute une série de processus juridiques, le fait de faire des recherches dans la jurisprudence, ça fonctionnerait par algorithme, le fait d'extraire dans la jurisprudence des éléments qui permettraient d'instruire une enquête, le fait aussi de défendre certains cas faciles, on parle de cela pour le moment, le fait de résoudre des cas de justice en ligne sur Internet, par des plateformes Internet. Il y a toute une série de legal startups qui se développent un peu partout, aux États-Unis notamment, mais aussi en Europe, et qui font point toute une série d'évolutions importantes dans le domaine du droit. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez à quel point rendre justice est quelque chose d'extrêmement important pour le fonctionnement de nos sociétés. Quelle part de ce qu'est rendre justice sera encore laissée aux êtres humains dans le futur? Une question importante. La guerre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Vous avez peut-être vu ce film avec Ethan Hawke, Good Kill. C'est l'histoire d'un soldat américain qui combat en Syrie ou en Irak, parce que l'ensemble de ses journées, il les passe dans un container dans le Nevada et il est pilote de drone. Donc aujourd'hui, par exemple, au Pakistan, qui est un pays allié des États-Unis, eh bien, le bruit des drones, il y en a tellement que le bruit est permanent. C'est comme si tout le monde avait un acouphène. Il y a un bruit permanent, alors avec forcément la crainte que les missiles soient lâchés. Et forcément, ce sont des machines qui analysent le risque et qui transmettent à l'homme qui est dans son conteneur dans le Nevada les informations sur, oui, lâche les missiles ou non, ne lâche pas les missiles. Et il doit prendre une décision, mais ça change tout. Le soldat n'est plus en train de mettre son corps dans la bataille. Il ne met plus sa vie en jeu dans la guerre. Il n'est plus en train d'être sur un champ de bataille où il peut prendre une décision, où son libre arbitre est encore là. Non, il est derrière un écran et puis le soir, il rentre chez lui et il fait un barbecue avec sa famille. Vous imaginez un petit peu comment la guerre se reconfigure aussi avec des technologies de ce type-là. Les agriculteurs sont de plus en plus connectés, ils sont équipés de drones, de capteurs qui mesurent le degré d'humidité du sol, la qualité du sol, qui prévoient le climat. Donc il y a un big data de l'agriculture, il y a toute une série de dispositifs embarqués, des smartphones bien sûr. Donc l'agriculteur devient lui-même un porteur de toute une série de technologies. Les soins aux aînés sont aussi un domaine où il y a énormément de marchés, de niches pour le développement de la robotique. La fabrication additive par impression 3D, il y a énormément d'espoir qu'on va relocaliser des processus de production en Occident à travers l'impression 3D, et peut-être que ça ne se ferait plus dans des usines, mais que ce serait distribué dans certains coins stratégiques, ou peut-être dans les foyers qu'on aurait tous une imprimante 3D. Ça aussi, ça pose toute une série de questions, mais sur lesquelles je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Mais je vous montre donc ici toute une série de domaines qui sont des domaines
dans lesquels le travailleur sera affecté ou qui sont marqués par l'évolution des technologies digitales. Quittons, si vous le voulez bien, la sphère des technologies pour entrer dans des phénomènes plus sociétaux. Alors, l'organisation du travail, elle évolue énormément aussi. Alors, vous le savez sans doute, parce que c'est peut-être votre cas, beaucoup de Belges maintenant font du télétravail. Ça veut dire qu'ils passent une partie de leur semaine, parfois non négligeable, chez eux et plus dans leur entreprise. Ça pose toute une série de questions, c'est un avantage pour de nombreux travailleurs, c'est une certaine flexibilité qui est bienvenue, ça pose toute une série d'inconvénients, et moi ce n'est pas mon rôle de juger le caractère positif ou négatif, mais l'organisation du travail évolue, et ici sur les slides, vous voyez un espace de coworking, je crois que c'est à San Francisco. Qu'est-ce que c'est un espace de coworking? En gros, vous travaillez chez vous, vous n'avez pas envie d'être tout seul, vous avez besoin d'Internet, vous avez envie d'avoir une certaine vie professionnelle, mais vous n'avez pas spécialement de collègues, et, ou bien vous travaillez à distance, vous pouvez, en échange d'une cotisation mensuelle, aller dans l'espace de coworking et travailler toute la journée, avoir accès à des services, du café, etc. Et donc, ça reconfigure aussi la manière dont on pense le lieu professionnel. Autre tendance sociétale, c'est le burn-out. Vous avez peut-être autour de vous des personnes qui ont connu cet effondrement émotionnel, physique, psychologique, et qui finalement ont eu besoin de plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour retrouver une certaine sérénité d'esprit et retrouver une confiance en eux, une capacité à réintégrer leur milieu professionnel. Il ne faut pas se leurrer, toutes ces technologies-là dans le milieu du travail, elles ont un impact important. Dans la plupart des personnes qui travaillent, qui font un travail de bureau, eh ben, ils sont à une réunion, ils écoutent quelqu'un qui parle, ils ont leur ordi en face d'eux, ils sont en train de répondre à un email, ils ont un SMS, Twitter leur dit que quelqu'un est en train de les mentionner et peut-être que bon, c'est grave et qu'il faut réagir tout de suite parce que c'est l'instantané. Donc ils ont 4-5 sollicitations tout le temps et ils doivent faire du multitasking, ils doivent gérer plusieurs choses en même temps tout le temps. Donc les sollicitations sont de plus en plus nombreuses, mais ça ne s'arrête pas là. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est de plus en plus poreuse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de présupposition de disponibilité permanente. Et il y a une pression très très forte. Ce n'est pas quand vous quittez votre travail que vous ne devez plus répondre à vos emails. Dans beaucoup de domaines, vous avez des personnes qui sont dans le lit avec leur mari, leur femme, et qui continuent à relever leurs emails professionnels, avec toutes les tensions que ça peut générer, avec tous les repères qui sont tout à fait en train de changer. Selon l'INAMI, c'est pas un petit quelque chose, le burn-out. C'est la première cause avec le stress d'absentéisme. Il y avait 93 000 cas par an en 2014, 70% d'augmentation en 10 ans. Je ne connais pas les chiffres en 2016, mais ça doit déjà être beaucoup plus. Et pour le moment, l'enjeu, c'est aussi de se dire, la ministre de Bloch ne veut pas reconnaître ça comme une maladie professionnelle. Elle dit que c'est une maladie qui est en relation avec le travail. Ce n'est pas juste un changement sémantique. Si on reconnaît tout le monde comme victime de maladies professionnelles, ça fait une pression supplémentaire sur l'INAMI et on sait que les institutions de la sécurité sociale ne vivent pas leur meilleur jour et qu'elles leur faire face à une pression financière énorme. Donc il y a des enjeux de politique publique directs liés à ce genre de questions-là. Alors, un autre élément extrêmement important, vous l'avez peut-être déjà rencontré sous ces termes-là, beaucoup d'auteurs parlent maintenant d'une ubérisation de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des modèles d'affaires de type Uber ou Airbnb sont en train de se généraliser et ça ne concerne pas juste les hôtels ou pas juste les taxis, mais ça veut dire qu'il y a énormément de secteurs qui commencent à faire face à la concurrence d'entreprises qui sont des multinationales, qui ne payent jamais d'impôts là où elles emploient des travailleurs, qui en fait n'ont pas de travailleurs du tout finalement, elles n'ont pas de contrat, elles n'ont rien, elles n'investissent dans rien, dans une plateforme technologique, et puis des personnes qui sont souvent dans le cas d'Uber déjà des salariés, qui ne gagnent plus assez ou qui considèrent qu'ils ne gagnent pas assez et qui souhaitent en plus devenir chauffeurs de taxi et puis qui le deviennent, etc. Et leur contrat prend fin quand ils suppriment leur application de leur téléphone portable. Donc il y a de plus en plus de travailleurs qui ne sont pas des salariés, qui ne sont pas des indépendants, qui ne cotisent pas, qui n'auront pas de pension, pour qui on ne prend aucune assurance invalidité, aucune assurance soins de santé, et donc qui sont en train de développer des niches comme ça de travail qui ne va que dans la poche d'un certain nombre d'actionnaires de ces multinationales qui, je le rappelle, ne payent pas d'impôts dans les pays où elles ont des travailleurs. Et donc vous avez comme ça un marché du travail qui se déplace et ça touche toute une série de secteurs, le secteur des restaurateurs, le secteur des banques, vous avez des plateformes de crowdfunding, etc. Vous avez toute une série de secteurs qui vivent cette ubérisation
population, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une économie à la demande. Les travailleurs deviennent, un peu comme sur l'image ici, c'était dans The Economist, c'est comme un robinet qu'on ouvre quand on a besoin, il y a une demande, et puis on le referme tout aussi vite. Et ça ne pose aucun problème, ça se fait comme ça, et c'est tout. La protection, peu importe, la flexibilité, oui, mais elle a un coût. Un autre phénomène sociétal, et ça vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi, il s'agit d'un reportage, un web reportage en fait, qui a été produit par la RTBF et qui s'intéressait non pas à la pauvreté telle qu'elle est visible, par exemple avec les personnes qui sont sans abri, mais qui s'intéressait à la pauvreté invisible, à en fait toute une classe de plus en plus importante de la population qui sont des travailleurs, mais qui sont pauvres. Ce sont des pensionnés, ce sont des étudiants, ce sont des travailleurs peu qualifiés, et ces personnes ont un job à temps plein, mais elles sont pauvres. Et je vais vous montrer un petit peu, il y a une deuxième vidéo, à quoi ça ressemble. C'est juste un teaser de la vidéo, mais vous pouvez aller la voir, elle est disponible gratuitement en ligne. Fermez les yeux. Imaginez une ville riche, vraiment riche. Imaginez le coût de la vie dans une telle ville, le prix du logement. Imaginez que dans cette ville, vous augmentiez rapidement le nombre d'habitants, mais pas la quantité d'emplois disponibles. Imaginez qu'en même temps, vous augmentiez la pression sur les chômeurs et vous durcissiez l'accès à l'aide sociale. Imaginez enfin que dans une famille sur 3, les parents se séparent. Aussi riche soit-elle, la ville que vous imaginez sera alors devenue une véritable fabrique à pauvres. Ouvrez les yeux. La ville que vous imaginez, c'est Bruxelles. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est d'abord l'histoire d'une génération. Les nouveaux pauvres. La première génération qui vit moins bien que ses parents. Vous savez, en sociologie, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé dans les années 90 et qui pensaient que, forcément, c'était la fin des 30 Glorieuses, et qui analysaient déjà le fait que les parents commençaient à être anxieux parce qu'ils pensaient que leurs enfants vivraient moins bien qu'eux. Eh bien, on y est maintenant, et c'est ce que ce documentaire-là montre à l'envi. Alors, dernier axe de mon exposé, l'axe politique. Alors, les politiques sont forcément influencés par toute une série de personnes. Hein. Ils ont des experts, ils ont toute une série de personnes dans leur entourage, et il y a aussi des personnes qui influencent pas simplement les politiques, mais la société dans son ensemble. Il y a ce qu'on appelle des gourous technologiques, et en voilà un. C'est l'ancien directeur du magazine Wired, qui est un magazine technologique très très lu aux États-Unis et à travers le monde. Et Jean-Claude Marcourt l'avait invité il y a quelques années à faire une conférence à Liège. Et il avait dépeint un monde, si on avait fait une coupe de son cerveau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure à propos du mien, ça aurait été tout à fait différent. Lui, dans sa tête, c'est un monde où finalement chacun a exactement les mêmes chances, et celui qui ne réussit pas, c'est finalement un peu de sa faute. Parce que d'après lui, il n'y a aucune inégalité, ou finalement c'est quelque chose de marginal, parce que chacun, c'est une phrase qu'il a prononcée, tout le monde peut démarrer dans son garage et devenir le prochain Mark Zuckerberg. Et ce genre de vision-là, c'est des visions qui sont extrêmement puissantes et qui façonnent l'environnement sociopolitique dans lequel on évolue. Parce que ces technologies-là, elles sont situées dans une économie de la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'une technologie marche, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle soit adoptée, elle doit passer par un phénomène d'économie de la promesse. C'est un cycle classique du développement des technologies. Ça veut dire concrètement qu'il y a une bulle spéculative, hein, on augmente, on exagère les promesses liées à une technologie, avec un objectif, c'est que ça concentre assez d'investissements publics et privés pour les développer, que ça peut-être évolue, ça fasse évoluer les pratiques institutionnelles, qu'avec l'espoir qu'il va y avoir des mutations sociétales qui vont s'opérer, et que la technologie va finalement réussir. Il y a énormément de technologies qui ne réussissent pas, et ce n'est pas une science exacte, loin de là. Mais c'est une économie de la promesse, et on peut le voir dans des citations d'acteurs politiques, comme Barack Obama, dans son discours sur l'état de l'Union il y a 3 ans, disait, à propos de l'impression 3D, il parlait de l'Ohio, hein, qui est une région durement frappée par la désindustrialisation. Mais vous savez, un ancien entrepôt qui était autrefois fermé, c'est devenu un laboratoire hyper technologisé au sein duquel de nouveaux travailleurs maîtrisent les technologies d'impression 3D. Et ces technologies, elles ont le potentiel de révolutionner la manière dont on fait à peu près tout. Donc on voit de quelle manière ces promesses percolent très très bien dans le discours politique et sont reprises par des décideurs politiques.
Ça ne se limite pas aux États-Unis, bien sûr. Ça arrive chez nous aussi, et tout le temps, et particulièrement par rapport aux technologies digitales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça arrive indépendamment des niveaux de pouvoir, et on sait que ce n'est pas toujours évident de trouver des accords entre le niveau du fédéral et les entités fédérées, mais aussi indépendamment et à travers les frontières des partis politiques. Prenez le plan Digital Belgium, qui est piloté par Alexander De Croo. Vous voyez ici ses priorités thématiques. Vous voyez aussi les objectifs qu'il va atteindre en 2020. Et je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas les énumérer tout avec vous, j'ai souligné quelque chose. Il y a la priorité, c'est que la société ait confiance dans le numérique, donc comme si cette confiance n'était pas donnée d'avance, ou comme si ces technologies, on reconnaissait qu'elles n'étaient pas porteuses uniquement d'éléments positifs. Et puis il y a aussi cet objectif phare qui attire mon attention, parce que ça fait partie des répertoires, du vocabulaire des plans de politique publique. C'est un vocabulaire de compétition. On est toujours dans une course à plus par rapport à d'autres. Et un des objectifs pour 2020, c'est d'atteindre le top 3 de l'Union européenne du classement Digital Economy and Society Index. C'est un des objectifs phares du plan digital. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ce ne sera pas bien? On ne sait pas, mais on sera 3e, et ça, c'est déjà pas si mal. C'est un des 3 objectifs phares pour 2020. Vous avez ce même genre d'objectif-là que vous retrouvez dans le plan Digital Wallonia, qui est piloté par Jean-Claude Marcourt, où là, il y a un imaginaire de redéploiement industriel. On sait que la Wallonie a été durement touchée par la désindustrialisation. Eh bien, la réindustrialisation, elle passe, d'après ce plan, par une augmentation forte et rapide de l'intensité numérique. On peut se poser la question de savoir si les licenciements dont j'ai parlé en début d'exposé font partie de cette intensité numérique, ou en tout cas ont été sacrifiés sur l'autel de l'intensité numérique, mais il faut, c'est vrai, avancer et progresser sur le chemin du numérique. L'objectif, c'est quoi? Et on le retrouve dans le plan Marshall, c'est de booster l'économie numérique, c'est de développer des biens et services numériques dont on a vu aussi avec l'ubérisation qu'ils n'ont pas tous la même qualité. C'est aussi travailler, et de manière générale, au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises. C'est très important et il ne faut pas le nier, mais c'est toujours comme ça qu'on définit le bien-être social qui est censé arriver automatiquement après. À quoi est-ce que tous ces plans de politique publique contribuent? Ils contribuent à l'émergence d'un nouvel imaginaire sociotechnique. Qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire sociotechnique? C'est en fait une imagination collective, une imagination partagée qui commence à être stabilisée par des plans de politique publique, par des institutions, et qui a pour ambition de façonner un futur tel qu'il doit advenir. Donc il y a un certain nombre de visions avant-gardistes qui sont articulées. Elles ont pour ambition de devenir un imaginaire partagé largement par la société. Et ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'il déplace la question du fantasmé versus le réel. Finalement, on s'en fout de savoir si c'est vrai, si c'est déjà advenu ou si c'est pas advenu. Ce qui est important, c'est qu'on en parle. Le simple fait qu'il y ait un discours autour de cela, ça a déjà des effets structurants sur le réel. Ça influence déjà les investissements de certains acteurs. Ça influence déjà les pratiques institutionnelles ou les pratiques de financement de tel ou tel projet. Donc ça influence aussi notre engagement et notre relation à la technologie. Donc il y a un nouvel imaginaire sociotechnique qui émerge autour des nouvelles technologies, autour de la digitalisation. Et finalement, avec cela, on peut quand même aussi, on ne peut pas accuser les décideurs politiques de tous les maux, et loin de moi cette idée-là. Il est vrai que parfois, ils sont bien impuissants quand des multinationales décident de délocaliser et qu'on ne peut pas toujours faire quelque chose. Mais ils sont par contre, et ça, il ne faut pas non plus penser qu'ils ne peuvent rien faire, parce que ce sont eux qui mettent en œuvre des politiques de formation, des politiques d'emploi, de santé, d'environnement, qui peuvent plus ou moins prendre la pleine mesure de ces changements et les intégrer dans des dispositifs qui sont censés bénéficier, on l'espère, au plus grand nombre et distribuer le plus équitablement les effets négatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une bonne partie de notre équipe au Centre de recherche Spiral à l'ULG? Ça fait une dizaine d'années qu'on pousse à la création institutionnelle d'un office d'évaluation des choix technologiques au niveau du Parlement wallon. Les objectifs de ces offices-là sont doubles. D'une part, ils visent à anticiper les choix technologiques qui arrivent, les mettre à l'agenda, produire de la connaissance pour soutenir la prise de décision quand il s'agit de domaines complexes qui incluent des dimensions technologiques, comme c'est le cas ici. Première mission, produire de la connaissance. Deuxième mission, faciliter la participation publique d'acteurs pas toujours consultés, pas toujours pris en compte, mais concernés au premier chef par des choix technologiques qui deviennent des choix de démocratie. Donc, la plupart des pays d'Europe occidentale ont des institutions d'évaluation des choix technologiques. En Wallonie, on n'en a pas. Il y a un projet de décret qui est sur la table pour le moment.
Nous, notre centre de recherche représente la Wallonie dans un réseau européen qui s'appelle EPTA. Vous pouvez aller voir leur site internet. Pourquoi? C'est pas simplement pour en savoir plus sur EPTA, mais parce que le thème de l'année, la conférence de l'année, qui a eu lieu à Vienne il y a un mois, c'était précisément sur le thème de mon exposé, sur le futur du travail à l'ère digitale. Et vous pouvez avoir accès à une quantité incroyable de travaux de nos collègues européens qui travaillent sur ces questions-là. J'arrive à mes conclusions. La digitalisation du travail, elle est transversale. Donc, ce que j'ai essayé de montrer avec la première partie de mon exposé, c'est qu'elle ne concerne pas juste l'ubérisation, pas juste le secteur des services, elle touche aussi bien le secteur primaire que le secteur secondaire, que le secteur tertiaire. La frontière entre le travail et la précarité s'estompe et c'est urgent d'y accorder l'attention qu'elle mérite parce que sinon, cette précarité qui est pour le moment invisible va devenir de plus en plus visible et elle sera de plus en plus difficile à gérer. On assiste à une certaine entrepreneurisation de la société. Ça touche pas seulement les travailleurs, qu'on encourage de plus en plus à se comporter comme des entrepreneurs, à intégrer les valeurs morales de l'entrepreneur, alors qu'ils ne sont pas toujours, qu'ils n'ont pas toujours envie d'être des entrepreneurs. Ça touche aussi les étudiants. Il y a de plus en plus d'étudiants qui n'ont pas encore terminé leurs études et qui deviennent des entrepreneurs. Ça touche les agriculteurs. Ça touche, en fait, c'est transversal. Et donc, de manière générale, de manière assez schématique, on pourrait dire que les valeurs qui triomphent, c'est les valeurs du risque et de la flexibilité, au détriment de la sécurité et de la solidarité. Mais les transformations ne touchent pas simplement les salariés ou les travailleurs, elles touchent aussi le monde de l'entreprise. J'ai parlé de la robotisation, ça va dans plusieurs directions, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ça va d'une certaine manière dans le sens de plus d'automation, plus de digitalisation pour certaines entreprises, et ça va dans le sens d'une ubérisation pour certains autres services, et il y a des rapports de force qui se reconfigurent. Les pouvoirs publics et le monde du travail, je l'ai dit tout à l'heure, je parlais des pouvoirs publics, c'est un peu comme s'ils découvraient la face cachée de la digitalisation. Et d'une certaine manière, les partenaires sociaux aussi. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas du tout au cœur de leurs préoccupations, mais par exemple, dans le rapport EPTA dont je vous ai parlé, on a rédigé un tout petit chapitre sur la Wallonie et on a fait quelques entretiens téléphoniques. On n'avait pas de budget, donc on n'a pas été très loin, mais on a quand même interrogé les grands syndicats et finalement il y avait très peu d'études. C'est en train de changer, on a eu des informations qui disaient que c'était en train de changer, mais très peu d'études sur les impacts de cela. Donc ils sont finalement peu concernés par, je dirais, l'entièreté des enjeux autour de la digitalisation. Souvent, on envisage un futur dans lequel les problèmes socio-économiques auxquels on fait face, dans un contexte de crise, de rareté, auront été forcément solutionnés par les technologies. Ça génère des attentes par rapport à ce futur qui, même si elles ne se réalisent pas, impactent déjà le présent, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça s'articule autour de promesses, plus de compétitivité, des individus plus autonomes, plus libres, mais ça sous-estime grandement la rupture qui s'opère avec la digitalisation. Et maintenant quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai 4 propositions ici qui pourraient être des points de départ, en tout cas dont on peut parler. Je pense qu'il serait important d'organiser des vrais débats de société sur la digitalisation du travail, qui soient plus riches que les simples référendums où on demande si on est pour ou contre une plus grande digitalisation du travail, mais qui permettent vraiment de recueillir l'avis de parties prenantes, de travailleurs, d'entrepreneurs et de pouvoirs publics sur cette question-là. Je pense qu'il faudrait analyser de manière scientifique la distribution des bénéfices et des pertes dans la société. Il faudrait faire ça de manière interdisciplinaire parce que vous avez compris aujourd'hui à quel point cette question-là ne considérait pas juste la science économique ou pas juste les sciences appliquées, mais à quel point c'était transversal. Donc la réponse scientifique doit aussi être transversale et interdisciplinaire. Il faut urgemment repenser un programme d'humanisation ou de réhumanisation du travail. C'est quelque chose qui est extrêmement important et Damien a terminé là-dessus aussi. Je suis du même avis. Enfin, je pense qu'il faut institutionnaliser des mécanismes d'anticipation des choix technologiques. Ceux dont j'ai parlé peuvent être un exemple. Il y en a d'autres, en tout cas, il en faut d'une forme ou d'une autre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Après ces 2 très beaux exposés, nous allons passer à la partie questions. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer avec une question? Oui. Bonjour, Thierry Binot.
Alors, je suis de l'université de Dijon aussi, mais pas directement dans ce secteur-là. Alors, moi, je suis un passionné d'histoire. Donc, j'ai appris l'histoire. Je ne suis pas historien, mais je suis historien devant ma porte. Donc, j'ai regardé ce qui s'est passé depuis à peu près 6 millions d'années, devant chez moi. Et je regarde l'histoire, mais je suis aussi passionné de nouvelles technologies. Et je me dis, waouh, d'un côté, c'est complètement plat. Il ne s'est rien passé sur 6 millions d'années, ou à peu près. Effectivement, on a cité le début de l'industrialisation, 1850 à peu près. Et je me dis, ce qui arrive maintenant, c'est une exponentielle d'évolution, mais qui est incommensurable. Alors je me dis, on ramasse en pleine figure, effectivement, un changement de civilisation profond. Je crois que ça, on ne peut pas le dire autrement. Alors est-ce qu'il n'y a pas besoin également, peut-être, on n'a pas vraiment abordé aujourd'hui, mais une évangélisation à faire en termes de nouvelles technologies, et pouvoir donner des formations, préparer les gens également justement à ce bouleversement. Vous le faites très bien aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire de convaincre les gens que le futur, c'est pas demain, c'est aujourd'hui? Qui souhaite répondre? La question est un peu spéciale, hein, donc moi je Merci pense que honnêtement, elle n'est pas très claire. Hein. Attends, non, elle est excellente. Ah, merci. Non, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de réponse très claire à donner à cette excellente question très claire. Voilà, je vais le poser comme ça. Mais moi, je pense en fait qu'il ne faut pas familiariser les gens aux nouvelles technologies. En fait, je pense que les nouvelles technologies viennent aux gens. On a vu ce qui s'est passé avec les ordinateurs hein, dans les années 90. On avait envie de dire qu'il faut donner des cours aux gens pour que tout le monde puisse utiliser l'ordinateur. Mais non, l'utilisation est devenue enfantine. Hein. Tout le monde a un smartphone, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas besoin de cours. Donc je pense qu'en fait, une des grandes révolutions qu'on a vues au niveau du numérique, de l'informatique, c'est le fait que les gens pouvaient s'accaparer naturellement en fait cette technologie-là sans avoir un apprentissage spécifique. C'est des produits superbes. Un smartphone, c'est des produits superbes. Une voiture autonome, ça va devenir un produit superbe. Et justement, grâce à cette intelligence plus grande de ces produits-là, il va y avoir une infantilisation quasi de la difficulté d'utiliser ces produits-là. Donc je pense qu'il ne faut former personne. Les seules personnes que vous devez peut-être former, c'est des armées peut-être d'informaticiens, d'ingénieurs en informatique, en big data, capables de construire des business dans ce monde de demain. Sinon, on sera juste des importateurs de ces technologies-là et on s'appauvrira énormément. C'est le seul type de formation qu'il faut donner, une formation de très haut niveau pour être capable de les construire. Petite précision par rapport à la question, ce n'était pas uniquement au niveau technologique, mais au niveau sociétal ou sociétaux, effectivement, là, parce que là, il y a des choses à faire. Mais moi, c'est peut-être parce que c'est l'historien qui parle à un politologue, donc c'était plus clair pour moi. Et oui, on parle le même langage, peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pour rire, mais je serais un peu plus... Vous avez compris que je suis moins enthousiaste par rapport, je suis moins technophile, je ne me définis pas comme technophobe. Je pense quand même... personnellement, que si c'est urgent de former à la fois les élèves, les étudiants, mais aussi le personnel, enfin les enseignants, de former le personnel qui va aller porter, qui va être le personnel infirmier ou médical qui s'occupe des soins aux aînés, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de possibilités offertes par les technologies, mais il faut que le personnel soit capable d'utiliser ces technologies-là. Et bien sûr, il faut que les personnes âgées soient capables elles-mêmes de les utiliser. Donc, je dirais que la formation, je dirais qu'effectivement, il y a un besoin important de formation, mais c'est pas simplement qu'il faut les former pour les intégrer. Je dirais que la réflexion de l'intégration de nouvelles technologies, quand on fait un choix, et c'est toujours un choix qui a une dimension politique, on le fait, on ne le fait pas, ça a des répercussions, donc il faut toujours mettre ça en débat. Et si on décide de remplacer, de ne plus écrire, de ne plus apprendre aux enfants à écrire, mais d'utiliser les tablettes, ça aura des répercussions sur leur dépendance ou leur indépendance par rapport à des outils technologiques. Donc ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir, peut-être en parallèle des discussions relatives aux formations. Peut-être que Damien... Où je suis d'accord qu'il faudrait former peut-être plus les gens, c'est surtout dans le monde politique, en fait, parce que les nouvelles technologies offrent des possibilités en termes de réorganisation de la société, de diminution de coûts des services publics extraordinaires. Et on n'a pas du tout l'impression, en fait, que les politiciens ont pris en compte cet aspect-là.
Et c'est tout à fait dommage. Donc les seuls qui devraient être formés, c'est peut-être cette tranche-là qui organise, quand même au niveau politique, vous organisez les règles du jeu d'une société. Et ça devrait, pour moi, être 2/3 des débats parlementaires qui sont orientés là-dedans et qui réfléchissent sur la manière dont on réorganise les sociétés par rapport à ça. C'est immense ce qu'on peut faire pour le bien d'une société en utilisant bien ces nouvelles technologies. Et malheureusement, c'est absent du débat. Voilà. Une belle conclusion pour répondre à cette question. Une question suivante, puis j'en veux une là-bas. Excusez-moi de prendre la parole, parce que moi, ce n'est pas une question que je veux poser. Je suis un peu ici comme une citoyenne lambda. Je ne suis pas une scientifique. C'est vrai que toute cette technologie, j'en utilise, comme vous tous, et je trouve que c'est magnifique, que ça permet, et tous les scientifiques sont pris de fierté, etc., de développer tout ça. Moi, je vois surtout, enfin ça c'est personnel, une déresponsabilisation un peu de l'être humain. On nous reprend de plus en plus notre choix personnel et on est presque obligés tous d'en passer par ces situations, ce digitalisme, cette numérisation de beaucoup de choses. Monsieur parlait de la voiture. Ben oui, ça fait rêver mes petits-enfants. Il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver. Je trouve que vous êtes de nouveau, perdez votre choix. Très souvent, on n'a plus un choix personnel face à toutes ces technologies. Mais maintenant, ça n'engage que moi. Personne n'est obligé de penser comme moi. Donc nous voilà déresponsabilisés face à des machines qui vont décider pour nous. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est possible peut-être dans le futur, mais pour l'heure actuelle, moi j'ai pas l'impression qu'un smartphone déresponsabilise les gens. Pour moi c'est plutôt, il l'ouvre, c'est un univers de liberté en fait, plus de contact, et j'ai même l'impression qu'ils sortent des gens en fait d'un cocon social, d'un univers social parfois dans lequel ils étaient très enfermés. Donc moi je vois quand même plus, pour l'instant en tout cas, les nouvelles technologies, ça peut changer, comme des sources immenses de liberté. Moi je ne voudrais pas revenir 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, sans smartphone, sans Internet, sans paiement électronique pour les factures. Donc je comprends qu'il peut y avoir une crainte, mais je pense qu'en tout cas, avec ce que j'observe à l'heure actuelle, pour moi, elle me semble non fondée. On a plus de choix, plus de liberté. Donc moi, je trouve ça magnifique. Oui. Et moi, je dirais que s'il arrive qu'il y ait de la déresponsabilisation, non, pas de la déresponsabilisation, en fait, un transfert de responsabilité. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut penser. Je prenais l'exemple, vous preniez l'exemple, mais j'en parlais aussi, on en parlait tous les deux, de la voiture sans pilote, qui est responsable à un moment donné en cas d'accident. Puisqu'on ne touchait à rien, est-ce qu'on était censé reprendre le contrôle à un moment donné ? Est-ce que c'est la société ? Est-ce que c'est... Donc il y a des questions de responsabilité qui se posent à nouveau frais. Et c'est cette question-là aussi, à partir du moment où on a travaillé avec un robot qui fournissait un service juridique. Et que, d'une certaine manière, il a mal instruit une affaire. Qui est responsable ? Le robot, la firme qui l'a construite, la firme qui a investi dans ce genre. Donc là, il y a un transfert de responsabilité, et là, en tout cas, la question de la responsabilité, elle est cruciale. Moi, je voudrais reprendre le sujet de Madame et aller encore plus loin. Je pense que tous les développements actuels, c'est l'homme qui maîtrise encore le développement. Si, je pense qu'en 2030, arriverait à maturité une intelligence qui serait plus puissante, plus rapide et infatigable, donc supérieure à l'intelligence humaine, quelle sera la place de l'humain encore dans ce monde-là ? Cette intelligence qui sera peut-être capable de communiquer entre intelligences entre elles, de surpasser l'humain, aura-t-elle encore besoin de l'humain, puisqu'elle sera plus intelligente que nous ? Donc allons-nous devenir dans un monde de robots plus Je pense que, intelligents ? admettons que ça ait lieu en 2030, donc ça va quand même être progressif, il va y en avoir de plus en plus. Et moi, j'ai parfois l'impression que c'est plutôt la phase avant d'arriver à cette intelligence artificielle qui me fait peur plutôt que cette phase-là, parce que je me suis dit quand même tout ce qui va arriver avant la digitalisation des boulots, plein d'autres choses, ça risque quand même d'être extrêmement rock'n'roll pour nos sociétés. Ça va les déstabiliser très fortement.
d'autant plus que ça va créer des concentrations de richesses inouïes dans les mains de certains individus et créer des individus très pauvres. Pour moi, il y a un gros problème de répartition des richesses qui se cache derrière ces montées en puissance de ces intelligences artificielles. Donc c'est cette phase-là, moi, qui me fait excessivement peur. Après, je pense qu'on ne sait pas très bien dire vraiment ce qui va arriver. Je pense que c'est comme avec la découverte de la bombe atomique au milieu des années 40. Donc, on aurait pu aussi penser que ça aurait conduit à la fin du monde. Ça n'a pas conduit à la fin du monde. Donc, très très difficile de voir vers où ça va aller par la suite. Très 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 difficile. Ouais. Oui, non, je n'ai pas de réponse à ajouter. Je dirais simplement que, comme on ne sait pas, je ne suis pas Madame Irma non plus, mais ce que vous pouvez faire, c'est lire. Et lire de la fiction. Parce que c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment des auteurs d'anticipation envisagent le futur. Et dans de très nombreux cas, il ne faut pas généraliser, il y a beaucoup de choses qui se vérifient, ou en tout cas, il y a des tendances qui sont dépeintes, et ça permet de se préfigurer aussi à quoi on pourrait être confronté à l'avenir. C'est pas pour ça qu'il faut prendre peur, mais lire des fictions. Beaucoup de choses ont été inventées par des auteurs de fiction avant de devenir réalité. Je peux ? Oui. Je voudrais amener un sujet qui n'a pas été soulevé jusqu'à présent et qui me terrifie. C'est la capacité d'endoctrinement de la société actuelle à cause des nouvelles technologies. Bon, pour prendre un exemple vulgaire, je regarde dans l'autobus quand j'y suis et je vois des gosses de plus en plus petits, de plus en plus jeunes, jouer avec leur smartphone. Ça échappe à tout contrôle des parents. Je ne sais pas ce qu'ils voient. On leur fait avaler, je n'ai pas d'autre mot, un peu n'importe quoi. L'esprit critique qui est essentiel n'apparaît nulle part. Et quelque part, je prends un exemple, on sait ce qu'Hitler a fait avec la presse et les moyens de communication de l'époque. Imaginez ce qu'Hitler aurait fait avec les moyens de communication d'aujourd'hui. L'endoctrinement de gens de plus en plus jeunes, la disparition de tout esprit critique. On persuade les gens de plus en plus tôt qu'il faut vivre comme ceci ou comme ça, qu'il faut avoir une voiture. L'intelligence artificielle, dans le cas de la voiture, ce serait peut-être que la voiture vous dise « tu ferais mieux de rester chez toi ». Mais moi, je comprends l'inquiétude comme ça, mais moi j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se passe avec les technologies de l'information, Internet. Je suis toujours en contact avec beaucoup de jeunes, puisque j'enseigne dans une faculté d'ingénieurs, enfin celle de l'université de Liège, et j'ai l'impression qu'ils deviennent plus critiques. Ils ont accès à beaucoup plus de sources d'informations. Et il s'est développé en eux une capacité quand même d'analyser ces sources d'informations, les mettre en perspective. Une dictature, que ce soit l'Allemagne nazie des années 30 et 40, ou bien Erdogan en Turquie, c'est contraire, la manière dont il contrôle l'information, c'est orthogonal avec ce qui est fait sur le web. C'est une source, on filtre vraiment l'information pour ne laisser passer que ce qui arrange le pouvoir. Alors que ce qu'on observe maintenant, c'est, dans un monde un peu libre, démocratique, c'est vraiment l'inverse. Toutes les sources sont là, on ne censure rien. Donc j'ai l'impression qu'on est justement pas du tout dans une dogmatisation de la société, mais bien d'un niveau de liberté en termes d'accès à l'information, en termes d'opinion qu'on peut émettre, qui nous protège vraiment de ce dogmatisme, de ces régimes totalitaires. Tout le monde peut être journaliste maintenant sur Facebook, sur Twitter. Ce n'était pas le cas avant. Donc la liberté d'expression n'a jamais été aussi grande que celle qu'elle est maintenant. Il aura très peu de followers sur Twitter.
je suis d'accord avec Damien pour dire que il ne s'agit pas d'une perte d'esprit critique. Je pense qu'on bascule dans un tout autre univers. Les jeunes ne s'informent plus que par les réseaux sociaux. Donc c'est simplement une donnée. Donc les médias aussi ont parfois assez bien réussi aussi leur déploiement sur ces nouveaux médias-là, ces nouveaux réseaux sociaux-là. Donc ça a des implications. Il y a des sociologues qui travaillent sur l'économie de l'attention, la manière dont chaque seconde d'attention devient une occasion d'appropriation pour des entreprises, parce qu'on sait effectivement que les smartphones sont tout le temps en marche, etc. Donc il y a de nouveaux marchés qui émergent, il y a des bouleversements, incontestablement. Maintenant qu'il y ait une perte d'esprit critique, je ne pense pas. Il y a un accès immédiat à toute une série d'articles. Mais il faut toujours se dire aussi que quand on est sur un réseau social, il y a des algorithmes et qu'on commence à avoir de plus en plus des suggestions déjà dans ses amis, on n'a pas toujours des gens qui pensent comme nous, mais on en a quand même pas mal, des gens qui pensent comme nous. Et il y a des algorithmes qui commencent à suggérer des articles toujours un petit peu qui sont censés nous plaire, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on est censé cliquer sur des choses qui nous plaisent, c'est comme ça que le réseau fonctionne. Donc il y a en tout cas un risque d'altération de l'esprit critique si on se contente simplement d'aller manger, comme vous le disiez, avaler ce qu'on nous propose. Par contre, on a à sa disposition une palette de choses extrêmement importante, peut-être plus que jamais auparavant. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant en termes de disponibilité de l'information. Sur la question du journalisme, tout le monde peut être journaliste aujourd'hui. C'est peut-être une des causes des problèmes auxquels on fait face aussi. C'est qu'il n'y a plus le filtre, il n'y a plus la déontologie dont font preuve les journalistes avant de publier quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut soit le regretter, soit dire que c'est très bien, mais en tout cas, on est dans ce monde-là où le journaliste cohabite avec des personnes qui vont peut-être poster une info dont finalement on se moque de plus en plus de savoir si elle est vraie ou pas. On la publie et puis on vérifie. Et parfois, les journalistes la republient. Et ça pose un vrai problème parce que cette accélération-là, elle a un vrai impact sur le métier de journaliste. Voilà, à mon tour, Gérard Van de Ven de Klinkenberg. Donc, j'ai la chance de connaître Damien. De par ma fonction, je le suis énormément. Donc, aujourd'hui, grâce à votre invitation, je vais suivre M. Delven. Je vous félicite tous les deux pour vos exposés. Maintenant, j'ai remarqué quand même un vrai tronc commun. D'un côté, on a l'énergie, d'un côté, la digitalisation. Mais surtout, ce que je remarque, c'est que tout ça va avoir un petit souci, c'est comment le gouvernement va gérer le vrai besoin énergétique. Parce que l'intelligence artificielle va demander beaucoup d'énergie. Le fait de la digitaliser, ça c'est une manière de faire les algorithmes, ça c'est de gérer ça un peu autrement. Mais est-ce que demain, le vrai pouvoir ne sera pas dans les mains des gouvernements qui auront la puissance énergétique à disposition? Et aujourd'hui, je pense que Damien Ernst est plus au courant que moi, la politique belge et européenne se met bien en deçà des futurs développements que la digitalisation aura besoin. C'est plutôt une question pour Damien, je pense. Ouais, c'est vrai que la charge IT, la charge digitale, la charge électrique digitale, c'est vraiment une des charges qui a fait la plus forte croissance dans les années à venir. Et pas d'énergie, pas de digital. Et ce qui peut peut-être le plus effrayer, moi ce qui m'effraie le plus dans ce monde-là, pour avoir énormément travaillé dans le monde des réseaux électriques, c'est l'interdépendance qui est en train de se créer entre l'infrastructure digitale et l'infrastructure électrique. Donc c'est clair que si on perd l'infrastructure électrique, il n'y a plus d'ordinateurs, donc ça s'arrête. C'est un pan entier de nos sociétés qui tombe et on s'organise de plus en plus autour de ce pan-là. Mais il y a aussi toutes les attaques maintenant qui passent par le monde digital qui permettent de faire tomber le monde électrique. Ça, c'est nouveau. Donc, il y a 20 ans, vous perdiez Belgacom, le téléphone, le réseau électrique tenait toujours debout. Maintenant, c'est de moins en moins sûr. Donc, ça, c'est le gros danger quand une société monte en technologie et sa dépendance est de plus en plus forte sur les technologies, c'est que si à un moment donné vous perdez, vous avez un problème avec votre infrastructure critique, ça vous amène parfois la société à un point
proche du chaos. Enfin, imaginez que toutes vos courses dans le futur soient organisées autour d'Amazon. On vient tout délivrer chez vous avec des drones à un moment donné. Il n'y aura même plus une épicerie au coin. Enfin, on peut aller vers ça. Donc si vous perdez votre réseau électrique, votre énergie, vous perdez en même temps cette capacité d'aller faire du shopping. Enfin, comment est-ce que même quand vous la perdez, ça peut redémarrer? Donc ça, c'est le danger. Pour moi, c'est le danger premier d'une société qui monte très haut en techno. S'il y a une perte de fiabilité, est-ce qu'elle est capable de redémarrer encore, quoi? J'en suis pas sûr. Ça va devenir de plus en plus compliqué, à mon avis, dans les années à venir, tellement la dépendance sur ces technologies-là est forte. C'est surtout ça qui me fait peur, terriblement peur. Bien, on a encore le temps pour 2-3 questions. Bon, je suis d'accord, 100%. On évolue en technologie, etc. Mais je pense qu'on laisse une grosse partie, pour le moment, on n'en a pas encore parlé, même pas une minute. Philosophiquement, comment est-ce qu'on peut accepter qu'un jour ou l'autre, une technologie fasse un jugement? Ça veut dire, c'est simplement, moi, la question, c'est le bien ou le mal. Quelle réponse la technologie peut nous apporter par rapport à ça? Le bien ou le mal? Conscient, je suis conscient, je fais le bien ou je fais le mal. Et c'est ça qui me tracasse, en fait, par rapport à la technologie. Tout le reste, les voitures, etc., pourquoi pas, un frigo digital, fantastique. Mais le bien et le mal, vers où est-ce qu'on va pouvoir aller avec la technologie, en fait? C'est ça ma question. C'est vraiment une très bonne question. Donc, moi, j'avais discuté avec des gens qui travaillent, enfin, je ne vais pas dire le nom de la compagnie, dans le domaine de l'armement, qui étaient venus me trouver justement pour le développement d'algorithmes en intelligence artificielle. Donc, ils font déjà pas mal de choses là-dedans. Et donc, par exemple, eux, ils sont un peu coincés parce que d'un point de vue légal, quand ils ont identifié une cible, la décision de vie ou de mort de la cible, en l'occurrence un être humain, c'est pas un ordinateur qui peut la prendre à l'heure actuelle. Donc dans toutes les décisions de tir, ça doit être un être humain, quoi. Donc parce que là il y a un jugement de vie ou de mort qui est fait. Donc c'est pas la machine qui peut dire à un moment donné, même s'il voit un barbu avec une AK-47 comme ça en Syrie. C'est pas la machine qui peut décider de tirer. Même ça, c'est les procédures. Donc ça reste des procédures humaines, mais on peut très bien imaginer que dans le futur, en fait, dans le domaine de l'armement, on ne mette plus l'humain dans la boucle. Ça fait une arme moins efficace, il est plus lent, des choses comme ça. Et donc, il ne devra plus juger est-ce que c'est bien ou pas bien de tuer cette personne. Il devra faire une sorte de devoir de jugement de vie ou de mort sur des personnes. Et pour moi, ça pose de vraies questions éthiques dans ce domaine-là. De vraies questions éthiques. C'est vraiment un domaine où je vois rapidement l'intelligence artificielle devoir faire face à ce genre de questions-là. Dans les autres domaines, je vois quand même toujours que les êtres humains sont au contrôle, qu'elle ne fait pas directement cette décision de bien ou de mal, de vie ou de mort, peut-être un peu de manière indirecte par le fait qu'elle influence vraiment toute une société dans son ensemble. Mais on verra vers où ça va, on verra vers où ces choses-là doivent aller. Il y a d'autres choses éthiques qui peuvent se créer. Enfin, imaginez, je pense que quelques dizaines d'années, ce sera faisable qu'on arrive à faire la carte de votre connectome, donc toute la carte des connexions de vos réseaux de neurones, à les reprogrammer sur un ordinateur. C'est vous qui existez sur une machine. Donc là, on aborde les questions de transhumanisme, donc d'un être humain qui continue à évoluer dans un monde digital. Il y a aussi des questions éthiques qui se cachent là derrière, des vraies questions éthiques. Ouais. Difficile à dire. Vous mettez le doigt sur une question majeure, pas seulement sur le plan philosophique, mais aussi sur le plan philosophique, parce que ça touche vraiment à la frontière entre l'humain et le non-humain, et à ce qu'on a envie de préserver, presque comme quelque chose de sacré, parce que ça c'est l'humanité, ça ne peut pas être fait par des machines. Mais ce cercle sacré, réservé, privilège de l'humanité, il est en train d'être grappillé progressivement. Parce que effectivement, de plus en plus, on se dit c'est des tâches de routine, même dans le secteur juridique. C'est des tâches de routine, finalement ça va nous aider. Et finalement, aller relire toute la jurisprudence, c'est chiant et ça va aller beaucoup plus vite. Ça va avoir une capacité de... Oui,
mais on n'aura plus le libre arbitre. Donc on va peut-être laisser passer ça une fois en se disant c'est qu'une tâche de routine, c'est pas le plus important. Mais plus on va avancer, et plus la question du plus important et de l'humain versus le non-humain va être réduite à une portion très 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 congrue. Donc ça, c'est une question extrêmement importante. Et on peut faire quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, c'est pas qu'on est toujours en train d'être à la traîne par rapport aux nouvelles technologies, c'est pas que les acteurs politiques ou que l'ordre juridique est à la traîne. On peut très très bien... En fait, les technologies n'émergent jamais dans un vide juridique. Elles émergent toujours dans un déjà là. On sait par exemple qu'on ne peut pas cloner des humains. Donc là, il y a des règles. On peut très bien prendre maintenant des décisions qui vont empêcher, interdire le développement de services de robotisation, d'automatisation à ce qu'on aura envisagé comme étant quelque chose, un bien supérieur commun qui doit... parce que c'est presque un pacte, un nouveau pacte social qui doit être réservé à la société. Mais ce n'est pas la direction qu'on prend. Donc c'est vraiment une question majeure. Des firmes juridiques, par exemple, pour le moment, quel est leur raisonnement quand elles investissent dans des robots ? Mais qu'est-ce qu'elles se disent ? C'est que finalement, en fait, en économie, vous avez des commodités et des actifs financiers. Les commodités, c'est ce qui peut s'échanger sur un marché et qui est un peu interchangeable. Par exemple, des matières agricoles. Du soja produit à gauche ou à droite, c'est du soja. Eh bien, des services juridiques, des boîtes juridiques, quand on leur retire leurs avocats stars, qu'est-ce qu'elles sont ? Elles sont n'importe quelle boîte. Donc, elles sont extrêmement dépendantes du savoir qui est détendu par leurs actifs, et leurs seuls actifs, ce sont leurs avocats, finalement, qui sont des avocats stars, qui attirent des clients, qui sont médiatisés. Et ce qu'elles se disent aussi, c'est qu'elles vont pouvoir diversifier, sécuriser leur situation financière en investissant plus seulement dans le salaire d'avocats stars qu'on va essayer de garder dans la firme juridique, on va aussi investir dans des technologies qui vont nous permettre de dire aux clients, vous savez, nous, on est les seuls à avoir ce logiciel-là, on est les seuls à avoir ce type de robot-là. Donc il y a vraiment des comportements économiques qui sont à l'œuvre et rien n'empêche les décideurs politiques de les encadrer dès à présent. Donc, mais c'est une question fondamentale, oui. Bonsoir. Ma réflexion, c'est un petit peu proche de monsieur ici. Je suis sceptique, je dirais bien, je rirais même de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un domaine matériel. Une intelligence artificielle, ce sont des rentrées de données, des codes de commandes. Et une intelligence artificielle, une machine n'aura jamais ce que l'être humain a. Déjà les 5 sens, la vue, l'odorat, l'écoute. Sinon, des caméras, des choses comme ça. Mais alors, l'intelligence humaine, qu'est-ce qu'elle a de supérieur ? La cognition, la réflexion, le postulat du futur, l'analyse générale des événements à l'international, ne saura jamais faire de la diplomatie également. Elle n'a pas les émotions par rapport à des faits. Donc, personnellement, l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à la cheville d'un cerveau humain. Comme exemple, je suis restée 10 ans dans un état végétatif comateux. L'intelligence, capacité de lecture, calcul, lire, fini. Mais j'étais comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le corps fonctionne. Il a ses commandes, son système réflexe, il fonctionne, tout marche bien, sauf la vraie intelligence, la vraie cognition intellectuelle de l'homme. Voilà. Donc nous voilà sur la question des limites. Ouais, quand on regarde vraiment ce qui se passe vraiment dans ces communautés, la machine learning, l'intelligence artificielle, on voit quand même que des programmes commencent à apparaître pour créer de la musique. Vous interagissez avec des... C'est mécanique la musique, c'est numérique même. Oui, justement, il y a beaucoup de tâches qui peuvent être numérisées. Quand vous avez des robots comme ça qui interagissent avec des gens, je sais bien que c'est un peu artificiel peut-être ce qui se passe derrière, mais vous avez vraiment l'impression qu'ils regardent votre visage à un moment donné et qu'ils sont capables de traduire une émotion en accordance avec vos propres émotions. Non, ça c'est le reflet c'est le reflet, je suis d'accord dans des choses... C'est psychologique ça. Voilà, mais donc c'est la personne qui ressent psychologiquement. Il n'y aura peut-être pas ce fond, ce que vous pouvez appeler une âme comme ça chez ces robots-là,
Mais en tout cas, vous voyez que vous pouvez de plus en plus aller vers des robots qui vont évoluer dans un environnement et qui vont vous donner l'impression, je ne dis pas qu'il y a la chose derrière, l'impression d'interagir avec une vraie personne, avec parce que le robot a été commandé, il aura été conçu comme ça, Pas encodé, oui, il apprendra aussi. Il y a une vraie notion d'apprentissage sous forme d'expérience, comme ça, il pourra modifier son comportement. C'est différent d'être encodé en dur et d'apprendre, de regarder ce qui se passe, de quantifier la qualité de son comportement et d'apprendre en fonction. Donc il y a une vraie notion d'apprentissage qu'il ne faut quand même pas négliger dans ce cadre-là. Imaginez que vous avez un robot, s'il voit que s'il fait un sourire, il sait obtenir des choses des gens et son objectif est d'obtenir des choses, il apprendra à sourire. Hein. Nous sommes dans le mécanique numérique. Nous ne sommes pas dans l'âme comme les humains ont, dans l'émotion et dans la possibilité d'analyse, je ne rentrerai pas dans de communication, d'interaction. Il n'y a pas d'interaction avec la machine. Je vous entends, madame. C'est pour déplacer la discussion encore ailleurs. Je ne rentrerai pas dans le débat de l'âme ou l'absence d'âme, mais ce dont on doit se poser comme question, à mon avis, par rapport à ça aujourd'hui, et ça rejoint un peu la question précédente, on sait que les sociétés vont être de plus en plus robotisées, qu'on le veuille ou non, il y aura des robots. Dans certains secteurs de la vie en société, on devra interagir avec des robots. Alors la question qui se pose aussi, c'est nous, les humains, quel va être notre comportement par rapport aux robots? Est-ce qu'on aura de l'empathie pour eux? Est-ce que ça changera s'ils sont humanoïdes ou s'ils ne sont pas humanoïdes? Est-ce que les humains et les robots vont interagir d'une certaine manière? C'est plus que des questions philosophiques, je pense que ce sont des vraies questions d'organisation de la vie en société et ces questions-là, elles se poseront. Je crois que ceci était une très belle question pour clore le débat. Nous allons remercier encore nos deux conférenciers. Merci.